Croyez-vous que les femmes sont meilleures pour faire plusieurs tâches à la fois et qu'elles reconnaissent mieux les êtres vivants que les hommes? On dit aussi que les hommes ont plus souvent des trous de mémoire que les femmes et que les femmes pleurent plus au cinéma à cause de leur génétique. On dit tout ça, mais est-ce de la science ou de la fiction? Pareil, pas pareil. En ce qui concerne les hommes et les femmes, la question se pose. Certaines différences sont évidentes, d'autres provoquent le débat. Par exemple, on prétend que les femmes ont plus de facilité à faire plusieurs tâches à la fois que les hommes. Est-ce que c'est vrai? Voici un mythe qui est très répandu. On croit que le cerveau des femmes leur permet d'effectuer plusieurs tâches à la fois, que ce soit dans leur travail ou dans leur vie de famille. Cette croyance a pris naissance avec l'avènement tout de même récent des femmes sur le marché du travail, soit dans les années 60. Comme celles-ci parvenaient à occuper un emploi tout en assumant les tâches ménagères et les soins aux enfants, ainsi est né le mythe de la superwoman et, par extension, la conviction que les pauvres hommes, eux, ne pouvaient pas en faire plus. Mais est-ce qu'il est vrai que les femmes sont mieux habilitées à faire plusieurs choses à la fois? Dans le cadre d'une étude qui a été menée en 2013 et dont les résultats ont été publiés dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences, c'est une revue très prestigieuse aux États-Unis, on parle des résultats d'une recherche où les neuroscientifiques ont recruté 1000 personnes, donc c'était des hommes et des femmes en bonne santé, et ils ont regardé le cerveau de ces individus-là grâce à des appareils d'imagerie cérébrale. Dans le cadre de l'étude, les chercheurs ont trouvé qu'il y avait davantage de connexions chez les hommes entre les neurones situés à l'avant du cerveau et ceux situés à l'arrière. Les portions du cerveau qui sont situées à l'avant sont très liées à la coordination, notamment. Et derrière, on trouve le cervelet qui, lui, joue un rôle central dans le contrôle moteur. Donc, les hommes sont très vifs, très agiles pour tout ce qui est action-réaction, finalement. Ils voient un obstacle, très vite, ils arrivent à le dévier, selon cette étude, du moins. Chez les femmes, en contrepartie, les chercheurs ont vu qu'il y avait davantage de connexions entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit, donc des connexions latérales. On sait que l'hémisphère gauche du cerveau est surtout lié au raisonnement, à l'analyse, alors que l'hémisphère droit est lié surtout aux capacités d'intuition. Les chercheurs ont donc conclu que les femmes seraient plus habiles pour résoudre des problèmes complexes, pour résoudre des problèmes quand elles sont en situation sociale, où il y a des gens qui sont impliqués, il y a plusieurs facteurs dont il faut tenir compte à la fois, donc les femmes seraient plus habiles pour le multitâche. Il y a l'Université de Stockholm qui a effectué certaines recherches sur le dossier pour vraiment regarder du point de vue scientifique qu'est-ce qui se passait. Puis c'est vraiment eux qui ont pointé du doigt les hormones, l'estrogène. Donc, par leur recherche, ils ont vraiment vu que, de base, autant les hommes que les femmes ont des capacités similaires pour gérer plusieurs tâches à la fois. Puis après ça, selon le cycle menstruel, donc selon le niveau d'estrogène, la femme va avoir peut-être dans certains cas, certaines difficultés à se concentrer, donc va être moins apte à gérer plusieurs tâches à la fois, puis c'est là où il va avoir peut-être plus d'erreurs. Par contre, ça va toujours dépendre du type de tâche versus des tâches qui sont très, disons, plus complexes, donc qui vont demander une stratégie. Là, les femmes vont rattraper un certain écart versus les hommes pour les tâches peut-être un peu plus instinctives. Par définition, le travail multitâche est une activité normale du cerveau, mais pas pour n'importe quoi. C'est-à-dire que des activités comme réguler la fréquence respiratoire, contrôler la fréquence cardiaque, maintenir notre posture, contrôler nos contractions musculaires justement pour nous permettre de rester en équilibre. C'est un apprentissage que le cerveau fait quand on apprend à marcher justement pour nous mener d'un enfant qui apprend à marcher jusqu'à un adulte qui se tient debout, assis sans tomber. Donc c'est une quantité incroyable de choses que le cerveau fait sans problème, de façon multitâche. Par contre, de concentrer son attention sur deux choses en même temps, ce n'est pas vrai que ni l'homme ni la femme n'est plus apte à le faire naturellement.
Ce mythe-là vient du fait beaucoup que, traditionnellement, dans la société occidentale, les femmes ont beaucoup été souvent à la maison pour gérer la maison, les enfants, puis toute la gestion du quotidien. Souvent, l'homme, travaillait toute la journée, arrivait le soir, puis tout était impeccable. Mais c'était parce que la femme avait géré un paquet de dossiers en même temps durant la journée, autant au niveau des enfants que de la maisonnée. Bien qu'aujourd'hui, ils sont de plus en plus sur le marché du travail. Souvent, c'est des pourcentages similaires de femmes versus hommes qui sont sur le marché du travail. Mais le lien des femmes à la maison avec les enfants est encore beaucoup présent. Donc, c'est un peu pour ça aussi que le mythe est encore existant aujourd'hui. Dans notre société, en général, les femmes vont s'imposer souvent un travail qui est multitâche. Par exemple, préparer un repas en même temps qu'elles vont parler au téléphone et elles vont avoir dans les bras le petit dernier, etc. Donc, c'est une image qui peut paraître sexiste, mais qui est souvent très réelle. Et on va se dire, la femme, elle est multitâche parce qu'elle est capable de réaliser une série d'activités comme ça sans aucun problème. Cependant, d'avoir une conversation téléphonique avec un enfant, si on est en train de faire une recette qu'on a faite 20 fois, qu'on est en train d'accomplir une tâche qu'on a fait fréquemment, ne demandera pas de concentrer notre attention de façon problématique sur plus qu'une chose à la fois. Parce que c'est impossible de faire bien 3 tâches complètes. En général, les hommes vont moins se mettre dans ce genre de situation-là, ce qui va faire qu'on va leur attribuer une moins bonne capacité de les gérer. Cependant, si on met des hommes et des femmes au test comparatif pour faire des tâches auxquelles ils sont habitués de façon parallèle, plusieurs tâches, dont une demande leur concentration et les autres sont plutôt machinales, on ne verra pas de distinction au test pour le succès d'un homme ou d'une femme. Si on rajoute des tâches nouvelles pour les deux sexes, auxquelles l'homme ou la femme n'est pas habitué, on va voir un taux d'échec dans les deux cas, en espérant que ce ne soient pas des tâches dangereuses pour la santé. La différence entre les sexes ne cessera jamais de nous surprendre. Mesdames, vous avez des talents qui nous échappent, comme celui d'être mère. L'instinct maternel serait inscrit dans vos gènes. Science ou fiction? Juste avant la pause, on se demandait si c'était vrai que l'instinct maternel serait présent chez la plupart des femmes. Eh bien, cette affirmation est fausse. Au 19e siècle, des scientifiques avaient observé qu'au moment de sa première mise bas, la femelle de presque toutes les espèces pose une série de gestes déterminés sans pour autant avoir une expérience. Darwin théorisait que ces comportements génétiquement programmés se retrouvaient également chez les mères humaines. De plus, la notion d'amour maternel est plutôt récente en Occident. Elle ne remonte qu'au milieu du 18e siècle. Auparavant, la mortalité infantile fréquente et les contraintes économiques faisaient que les enfants étaient perçus avec bien peu de considération, même de leur propre mère. Dans les castes plus aisées, les enfants étaient laissés à une nourrice et la mère avait peu de contact avec eux. C'est autour de 1760 que le rôle de mère a été valorisé et qu'on a commencé à véhiculer cette idée de l'instinct maternel, concept que la science n'a jamais pu démontrer. Il y a un autre talent qu'on attribue aux femmes, la capacité de reconnaître les êtres vivants plus facilement que les hommes. Par exemple, au supermarché, elles reconnaissent tout de suite une personne qu'elles n'ont vue que quelques fois, pendant que leur mari se creuse la tête pour savoir de qui il s'agit. Mais est-ce que c'est vrai, ça, que les femmes ont une meilleure mémoire des visages que les hommes? C'est vrai en fait que les femmes vont avoir une meilleure capacité de retenir des visages, pour plusieurs raisons. Chez la femme, la mémoire dite plus émotionnelle va être vraiment très forte. Puis souvent, la mémoire d'un visage va être beaucoup liée à des émotions. Donc, par exemple, la femme va regarder un visage, va reconnaître certains traits, ça va lui rappeler une certaine personne qu'elle connaît, qu'elle aime bien. Puis ça va faire en sorte que le souvenir va être davantage emmagasiné, qui va faire en sorte que cette femme-là va reconnaître plus rapidement puis de façon plus efficace un visage.
Donc, à l'université McMaster en Ontario, il y a des chercheurs qui ont tenté l'expérience pour voir quel était, disons, le taux de succès des hommes versus des femmes pour retenir des visages. Donc, ils ont exposé environ 120 photos à chaque groupe, donc des groupes d'hommes, des groupes de femmes. Puis ce que l'étude a révélé, en fait, c'est que, bon, tout d'abord, les femmes sont plus efficaces. Donc, ils avaient environ un taux de succès de 70 %. Donc, 7 photos sur 10, ils étaient capables de les identifier, versus environ 4 à 5 pour les hommes. Donc, il y a quand même une différence qui est assez notable. Après ça, ce qui est intéressant dans l'étude, c'est qu'ils étaient en mesure de voir comment l'œil regardait la photo. Donc, combien de temps la femme portait à regarder le visage, puis où elle regardait sur la photo aussi. Donc, c'est là qu'on a vu vraiment que la femme portait plus d'attention d'abord, mais aussi de l'attention sur chacun des aspects du visage, que ce soit le nez, les yeux, le front, les oreilles. Bref, la femme se faisait vraiment un portrait global du visage qui faisait en sorte que nécessairement elle avait davantage de souvenirs liés à cette personne-là qu'elle venait de voir. Et selon une étude qui a été menée à l'université Vanderbilt aux États-Unis, c'est pas vrai seulement pour les visages des êtres humains. En fait, c'est vrai pour tous les êtres vivants. Les chercheurs ont recruté 223 personnes et ils leur ont montré des images. Alors, il y avait des images d'espèces vivantes, il y avait des hiboux, il pouvait y avoir des champignons, des feuilles d'arbres, mais il y avait aussi des objets, des véhicules, par exemple des avions, des motos, des voitures, etc. Au cours de la deuxième partie de l'étude, les chercheurs ont montré, toujours aux mêmes volontaires, cette fois-ci 3 images à la fois. Parmi les 3 images, il y en a une que les gens avaient vue au cours de la phase précédente et les 2 autres étaient des images nouvelles. Alors, les participants devaient dire simplement laquelle des 3 images ils avaient déjà vues. Et les femmes, donc, étaient de loin supérieures pour reconnaître les images d'espèces vivantes, mais les hommes, eux, étaient supérieurs lorsque venait le temps de reconnaître une voiture, une moto, un avion, etc. Les chercheurs pensent que c'était simplement une question d'intérêt. Donc, les hommes aiment les voitures. Bon, on ne peut pas généraliser, mais en moyenne, ont plus d'intérêt pour les voitures, les motos, les avions. Et en contrepartie, donc, les femmes, elles, peut-être, ont plus d'intérêt pour la nature, pour les espèces d'oiseaux. Donc, c'est pas vraiment une question cognitive. En fait, c'est pas que les femmes ont des neurones qui sont plus habiles pour reconnaître les espèces vivantes. C'est simplement qu'au moment où ils ont fait le test, elles ont porté plus d'attention aux espèces vivantes qu'aux objets. Les femmes, en général, ont toujours eu à faire des tâches qui, évolutivement, étaient plus spécifiquement la tâche de faire de la cueillette, de s'occuper de garder l'endroit, de s'occuper des enfants, tandis que les hommes, en général, avaient comme fonction de chasser, de rapporter de la nourriture. Donc, évolutivement, les mâles ont été sélectionnés pour leur capacité de gérer plutôt du spatio-temporel, tandis que les femmes, en général, vont avoir une meilleure capacité pour la reconnaissance des émotions dans le visage, également pour la distinction, les contrastes des couleurs, pour pouvoir justement subvenir aux besoins du groupe. Cependant, si on fait des tests pour voir la capacité de reconnaissance de visage, on se rend compte très rapidement que les algorithmes pour reconnaître un visage sont très simples parce que même les caméras numériques sont capables de le faire. Si même une machine peut la faire, c'est pas quelque chose qui est très compliqué. Donc, messieurs, si votre douce reconnaît le 3e voisin mieux que vous, c'est normal. Comme la majorité des hommes, vous avez fréquemment des trous de mémoire. On prétend que les hommes sont plus sujets aux pertes de mémoire que les femmes. Vrai ou faux? Est-ce que les hommes ont plus souvent des pertes de mémoire que les femmes? On serait porté à croire que oui, puis on a raison de le penser. Tout d'abord, c'est normal d'avoir des pertes de mémoire. C'est pas nécessairement problématique. La mémoire étant comme elle est, on a tendance à oublier des choses qu'on n'aura pas bien mémorisées. Donc souvent, la façon de se mémoriser une chose, donc notre apprentissage, est beaucoup lié à des émotions. Par exemple, on va se souvenir d'une date, par exemple la date de mariage, la date de fiançailles, qui est liée à un très grand sentiment. Chez la femme, c'est particulièrement bien développé. Ça fait en sorte qu'elle est capable d'attacher un souvenir à une panoplie d'émotions, à une panoplie de stimulation, par exemple une odeur marquante, une chanson, une musique, une ambiance, qui va faire en sorte que dans son cerveau, elle va avoir plusieurs connexions qui vont mener à ce souvenir-là. Donc, elle va entendre la même chanson, ça va lui remémoriser, puis ça va renforcer le souvenir. Chez l'homme, ce côté-là est un peu moins développé. Donc, on va avoir certaines autres forces de la mémoire, mais la force pour se souvenir des détails précis liés à des émotions, on va l'avoir un peu moins.
Généralement, chez l'homme, la force de la mémoire, ça va être beaucoup de se rappeler d'un chemin, d'un parcours, de s'orienter. Donc, de reconnaître notre environnement pour bien se positionner. On prétend que les hommes sont plus sujets aux pertes de mémoire que les femmes. C'est vrai, selon une étude du moins, mais seulement chez les personnes âgées. Alors, une étude a été réalisée à la clinique Mayo. C'est une clinique très célèbre aux États-Unis. On a recruté 2000 personnes. Les personnes étaient âgées entre 70 et 89 ans. Elles étaient en plutôt bonne santé. Elles n'avaient pas de problèmes neurologiques graves. Il y a personne qui souffrait, par exemple, d'Alzheimer ou de la maladie de Parkinson ou de quelque forme de démence que ce soit. Et on a évalué les pertes cognitives légères chez ces personnes-là. Une perte cognitive légère, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'oublier ses clés, le nom de sa fille. Bon, ça arrive à tout le monde, c'est certain, mais chez ces personnes-là, c'est un peu plus fréquent qu'à l'habitude. Donc, l'étude en question a conclu que chez 19 % des hommes, il y avait effectivement des pertes cognitives légères, alors que chez les femmes, c'était seulement 14 %. Beaucoup d'autres études ont été faites par rapport au taux de testostérone exprimé différentiellement chez un homme ou une femme et la capacité de se rappeler d'un champ lexical. Donc, on a fait apprendre des listes de mots à des hommes et on leur a ensuite demandé de faire un rappel de ces mots-là à différentes périodes de temps pour voir leur capacité de se rappeler d'une liste de mots. Et on a aussi dosé leur quantité de testostérone produite. Les résultats sont aussi fort intéressants, disant que plus le taux de testostérone est élevé, moins sa capacité de rappel est grande. Cependant, il faut faire extrêmement attention avec ces informations-là, puisqu'on sait très bien que les capacités langagières sont en général biaisées entre les hommes et les femmes. Effectivement, tout dépendant du test, on pourrait obtenir des résultats totalement différents si un test était adapté aux capacités de rappel de l'homme au lieu d'être adapté aux capacités de rappel de la femme. Et ce peut aussi être biaisé que de faire un dosage entre une hormone, typiquement masculine, et une capacité de rappel dans un test qui, a priori, favorise les femmes. Un autre effet de la testostérone, c'est son influence sur la pousse des poils et la perte des cheveux. On dit que les hommes chauves sont plus poilus sur le reste du corps que les hommes qui ont une chevelure abondante. Science ou fiction? Avant d'aller à la pause, on se demandait si c'était vrai que les hommes chauves étaient plus poilus sur le reste du corps que les hommes qui ont le crâne bien garni. Eh bien, c'est faux. S'il est vrai que la perte de cheveux et la pousse des poils corporels peuvent être liés au taux de testostérone, il est faux d'affirmer qu'un phénomène entraîne systématiquement l'autre. Cela est dû au fait que chez les hommes qui portent un certain gène courant, la testostérone défolie progressivement le cuir chevelu, alors que les oreilles, le nez et les épaules continuent de produire des poils, mais pas davantage que chez les hommes chevelus. Donc ce ne sont pas tous les hommes chauves qui auront beaucoup de poils et pas tous les hommes chevelus qui auront un corps lisse. Il y a beaucoup de facteurs génétiques qui entrent en jeu et l'équation poils-cheveux n'est pas si simple à définir. Perdre ses cheveux, c'est rarement plaisant, mais il n'y a pas de quoi pleurer. De toute manière, nous, les hommes, on ne pleure jamais. Non, ce sont les femmes qui pleurent facilement, surtout au cinéma quand le film est triste. Il paraît même que c'est génétique, cette propension à pleurer. Mais est-ce que c'est vrai ou pas? Ça serait réducteur de dire que de pleurer à cause de phénomènes génétiques, on pourrait pas attribuer ça directement à ça sans aucune autre nuance. Cependant, il est vrai que les femmes, pour des raisons hormonales, peuvent avoir
parfois une propension à pleurer plus. En fait, la première chose à se demander, c'est à quoi sert le fait de pleurer? Dans un premier temps, un petit bébé, un bébé naissant, ça pleure pas, ça crie. Et la raison pour laquelle le bébé crie, c'est pour sa propre survie. Quand un bébé crie, on se rassemble autour. C'est une question de vie ou de mort, souvent pour un petit être fragile comme ça. Une personne qui est triste, une personne qui pleure parce qu'elle a peur, parce qu'elle est triste, même si elle pleure en silence, si ces pleurs sont détectés par une autre personne, ça va attirer l'attention. C'est encore une fois, au niveau hiérarchique, au niveau d'une société d'individus sociaux, une question de survie, si on parle des humains à l'origine. Et encore aujourd'hui, c'est une façon de tisser des liens entre les individus, de se protéger, d'avoir un tissu social solide. Mais une hormone qui est très importante justement dans le tissage social, c'est une hormone qui est nommée l'ocytocine. Donc cette hormone-là, elle est aussi appelée l'hormone de l'amour. Elle est produite par les hommes comme par les femmes. Cependant, les occasions pour lesquelles une femme va produire de l'ocytocine sont plus nombreuses dans sa vie. Quand l'ocytocine est-elle produite? Dans un premier temps, lors de l'accouchement. C'est cette hormone-là qui va favoriser la contraction de l'utérus pour accoucher. Et cette hormone-là, au niveau du cerveau, va avoir un effet de plénitude, d'apaisement. Le même sentiment qui est ressenti lors de l'orgasme, parce que c'est aussi l'ocytocine qui va permettre les contractions qui sont caractéristiques à l'orgasme pour une femme comme pour un homme. C'est pour ça que cette hormone-là, c'est une hormone qui est dite relationnelle. De ce côté-là, chez les femmes, il y a particulièrement la prolactine qui peut être impliquée dans ce phénomène-là. La prolactine, c'est l'hormone qu'on connaît pour l'hormone liée à l'allaitement. Mais la prolactine n'est pas seulement présente dans le sang des femmes au moment où il y a un jeune enfant. C'est une hormone qui est présente tout au long. Puis c'est une hormone qui va avoir un impact là, qui va générer